Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui semble absolument inébranlable? Quelqu'un qui affronte des situations qui briseraient la plupart des gens et qui, simplement, reste debout? Quelqu'un qui possède une force intérieure que vous ne parvenez pas à expliquer. Ces personnes ne sont pas nées ainsi. Elles ont été forgées. Carl Jung l'a compris il y a près d'un siècle. Andrew Huberman l'a prouvé grâce aux neurosciences modernes. Et ce que ces deux figures ont découvert, contredisant complètement ce que notre société contemporaine nous enseigne sur le bien-être et le bonheur. Nous vivons dans une culture qui considère l'adversité comme quelque chose à éviter à tout prix. Nous protégeons nos enfants de tout inconfort. Nous médicamentons la moindre anxiété. Nous fuyons tout conflit. Et nous sommes ensuite perplexes lorsque les taux de dépression, d'anxiété et de fragilité psychologique explosent dans des populations qui, théoriquement, ont tout. La vérité que personne ne veut entendre est la suivante. Le confort excessif vous affaiblit, et les expériences les plus douloureuses de votre vie sont précisément ce qui pourrait vous fortifier si vous saviez comment les utiliser. Jung a découvert un principe fondamental concernant la psyché humaine, qui explique pourquoi certaines personnes émergent du chaos plus fortes, tandis que d'autres sont détruites. Il a appelé cela l'intégration de l'ombre. L'ombre, dans la psychologie jungienne, c'est tout ce que vous avez refoulé, nié, caché de vous-même. Ce sont les parties de vous que vous jugez inacceptables, les impulsions que vous feignez de ne pas avoir, les émotions que vous refusez de ressentir. Tout cela va dans l'ombre. Mais voici ce que Jung a réalisé. L'ombre n'est pas seulement obscurité, elle contient des potentialités non développées, une force inexploitée, des capacités que vous n'avez jamais explorées parce qu'elles se trouvaient du mauvais côté de la ligne que vous avez tracée sur ce qui est acceptable. Et l'ombre ne peut être intégrée qu'à travers la confrontation, à travers des expériences qui vous forcent à rencontrer ces parties, cachées de vous-même. À travers l'adversité, Jung a dit quelque chose qui doit être répété. Accepter notre souffrance peut mener à une croissance psychique, unissant nos règnes conscients et inconscients. À travers ce processus, connu sous le nom d'individuation, nous intégrons les parties ignorées de notre inconscient, récupérant ainsi plénitude et harmonie intérieure. Remarquez bien, la souffrance n'est pas un obstacle à la plénitude. La souffrance est le véhicule de la plénitude. La personne que vous êtes maintenant est incomplète, non pas parce que vous êtes défectueux, mais parce que des parties de vous sont encore dans l'ombre, des potentiels non réalisés, des forces non testées, des capacités que vous n'avez jamais eu besoin d'exploiter parce que votre vie a été trop confortable. L'adversité force ces parties à la surface. Elle vous oblige à trouver des ressources que vous ne saviez pas que vous aviez. Elle vous montre que vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne l'imaginiez. Huberman explique le mécanisme neurologique derrière cela avec un concept qu'il appelle l'inoculation au stress. Lorsque vous vous exposez délibérément à des stresseurs contrôlés, quelque chose de spécifique se produit dans votre système nerveux. Votre seuil de stress augmente. Vous devenez capable de tolérer des niveaux plus élevés d'activation, sans paniquer. Huberman le décrit ainsi. Car il s'agit de capacité. Il existe des outils simples qui nous permettent de moduler notre capacité au stress. L'approche consiste à se placer délibérément dans une situation où l'adrénaline est augmentée, un peu, mais pas à l'extrême. Ensuite, lorsque vous vous sentez inondé d'adrénaline et normalement enclin à paniquer, vous vous calmez cognitivement, mentalement et émotionnellement. Et vous familiarisez avec cette réponse dans votre corps. C'est un entraînement. Vous entraînez votre système nerveux à fonctionner sous pression, et tout comme un muscle qui se développe sous la résistance, votre système nerveux se renforce sous un stress contrôlé. Le mot-clé ici est « contrôlé ». Je ne dis pas que tout stress est bon. Huberman est très clair à ce sujet. Le mauvais type de stress, le stress chronique sans récupération, détruit. Mais le bon type de stress, des doses aiguës suivies d'une récupération, transforme. C'est un principe biologique appelé hormèse, et il opère à tous les niveaux de l'organisme. Lorsque vous faites de l'exercice, vous endommagez vos muscles. Le dommage est le stimulus. La récupération, c'est le moment où le muscle se reconstruit, plus fort qu'il ne l'était auparavant, sans le dommage initial. Il n'y a pas de renforcement. Il en va de même pour le système nerveux.
Lorsque vous faites face à l'adversité et que vous vous en remettez, votre système nerveux se recalibre, il devient plus résilient, plus capable de gérer le stress futur. Huberman recommande des pratiques spécifiques pour cela. L'exposition au froid, l'exercice intense, l'exposition progressive à des situations qui causent de l'anxiété. L'idée est de stresser le corps de manière contrôlée, apprenant ainsi à maintenir clarté mentale et calme. Cela se traduira par d'autres facteurs de stress dans la vie, constituant ainsi la résilience et la robustesse mentale. Mais l'hormèse n'est pas seulement physique, elle est psychologique, et c'est ici que Jung et Huberman convergent de manière fascinante. Jung a observé que les personnes les plus complètes, les plus individuées, étaient invariablement celles qui avaient traversé une souffrance significative. Pas n'importe quel type de souffrance, une souffrance qui a été affrontée, traitée, intégrée. Il a noté que dans la première moitié de la vie, l'adaptation sociale a lieu, ce qui forme inévitablement une grande ombre sombre. Souvent, après une crise de la quarantaine résolue avec succès, des contenus profonds de l'ombre remontent à la surface et l'individu vit le non-vécu, son système de valeurs internes devenant significativement différent, voire opposé au précédent. La crise de la quarantaine que la plupart des gens craignent est en réalité une opportunité d'intégration. L'effondrement qui ressemble à une destruction est souvent le prélude à une reconstruction plus authentique. Des recherches récentes en neurosciences confirment cela de manière surprenante. Des études publiées en 2025 montrent que le traumatisme ne se traduit pas toujours par un trouble de stress post-traumatique. Il peut parfois mener à une croissance post-traumatique, souvent liée à la résilience psychologique. Cela ne signifie pas que le traumatisme est bon. Cela signifie que la réponse au traumatisme n'est pas prédéterminée. Vous avez un certain contrôle sur le fait qu'une expérience adverse vous détruise ou vous fortifie. Laissez-moi vous parler de Jean. Jean avait 45 ans lorsqu'il a tout perdu. Entreprise en faillite, mariage brisé, santé en déclin. Il m'a dit qu'il était arrivé à un point où il ne voyait aucune raison de continuer. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit dans les mois qui ont suivi l'effondrement total. Il a commencé à réaliser qu'une grande partie de ce qu'il avait perdu était du poids. L'entreprise qui le consumait était une prison qu'il s'était construite lui-même. Le mariage qui a pris fin était une représentation qu'il maintenait par peur de la solitude. La santé qui s'est dégradée était le résultat de décennies à ignorer son corps au nom du succès extérieur. L'effondrement a forcé Daniel à confronter des parts de lui-même qu'il avait évitées pendant des décennies. Et l'ombre qu'il avait refoulée tout au long de sa vie adulte a finalement émergé. Et dans le processus douloureux d'affronter cette ombre, il a découvert des ressources qu'il ne soupçonnait pas, 2 ans après cet effondrement. Daniel était une personne irréconnaissable, non pas parce que les circonstances s'étaient améliorées, mais parce qu'il avait changé fondamentalement. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Avant, je paraissais fort, mais j'étais fragile à l'intérieur. Maintenant, je parais plus vulnérable. Mais je suis solide, d'une façon que je n'ai jamais été. C'est la différence entre la force superficielle et la force authentique. La force superficielle est une performance. La force authentique est forgée. Andrew Huberman parle d'un phénomène qu'il observe chez les athlètes d'élite et les performeurs de haut niveau. Il note que ces individus ont une relation différente avec l'inconfort. Ils ne l'évitent pas. Ils recherchent activement des doses contrôlées d'inconfort, parce qu'ils comprennent que c'est ce qui les fortifie. Surmonter de petits facteurs de stress peut servir de système de récompense, renforçant votre sentiment d'accomplissement et de résilience, vous préparant à des défis plus importants à l'avenir. Chaque petite victoire sur l'inconfort augmente votre confiance pour affronter des inconforts plus grands. C'est un cycle vertueux de renforcement. L'opposé est également vérae. Chaque fois que vous évitez l'inconfort, vous renforcez dans votre système nerveux le message que vous n'êtes pas capable d'y faire face. Vous vous affaiblissez. C'est un cycle vicieux de fragilisation. Carl Jung avait une perspective complémentaire sur ce sujet. Il a observé que l'ombre contient non seulement nos impulsions négatives, mais aussi des qualités et des potentiels qui peuvent aider à compléter notre caractère et notre personnalité.
La personne que vous pourriez être existe dans l'ombre autant que la personne que vous craignez d'être. L'adversité est ce qui force ses qualités à la surface. Sous pression, vous découvrez des capacités que vous ne saviez pas que vous aviez. Un courage qui dormait. Une résilience qui n'a jamais été testée. Une créativité qui n'émerge que lorsque les solutions conventionnelles échouaient. C'est ce que les chercheurs en croissance post-traumatique ont identifié. Les personnes qui traversent une adversité significative et émergent fortifiées rapportent des changements dans 5 domaines principaux. Premièrement, une plus grande appréciation de la vie. Ce qui était trivial auparavant devient précieux. Deuxièmement, des relations plus profondes. Les superficialités tombent et des connexions authentiques émergent. Troisièmement, la reconnaissance de nouvelles possibilités. Des chemins qui n'auraient jamais été envisagés s'ouvrent. Quatrièmement, une plus grande force personnelle. La découverte que vous êtes capable de plus que vous ne l'imaginiez. Cinquièmement, un changement spirituel ou existentiel. Une réorientation fondamentale sur ce qui compte. Ce ne sont pas des compensations pour la douleur. Ce sont des transformations authentiques qui ne seraient pas possibles sans la douleur. Andrew Huberman explique le mécanisme neurologique derrière le 4e domaine, la plus grande force personnelle. Lorsque vous faites face à une situation stressante et que vous parvenez à vous réguler au lieu de paniquer, votre cerveau enregistre cela. Il met à jour son modèle interne sur vos propres capacités. La prochaine fois que vous affronterez quelque chose de similaire, vous aurez moins peur, parce que votre cerveau a la preuve que vous pouvez y faire face. L'impact physique du stress est fortement influencé par notre interprétation et notre perception des facteurs de stress. Apprendre à reformuler positivement la réponse physiologique réflexive au stress, en s'éloignant de l'interprétation négative de se sentir stressé, est un outil puissant pour devenir plus résilient au stress. Cela signifie que la même expérience adverse peut avoir des effets complètement différents selon la façon dont vous l'interprétez. Si vous voyez l'adversité comme la preuve que la vie est cruelle et que vous êtes incapable, elle vous affaiblit. Si vous voyez l'adversité comme un entraînement qui vous fortifie, elle vous fortifie. Carl Jung disait quelque chose de similaire à propos de l'ombre. L'intégration de l'ombre mène à l'autonomie. Il a dit que cette intégration mène à la désobéissance et à l'inconfort, mais aussi à l'autonomie, sans laquelle l'individuation est impensable. Un peu comme disait Albert Camus, « Il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. » Remarquez, désobéissance et inconfort. Le processus de devenir une personne complète exige que vous désobéissiez aux attentes qui vous maintenaient confortable mais incomplet. Il exige que vous tolériez l'inconfort que vous évitiez auparavant. Il n'existe pas de raccourci vers la force authentique. Elle ne peut être forgée que dans le feu. Maintenant, je dois faire une distinction importante. Je ne suis pas en train de défendre que vous recherchiez la souffrance gratuitement. Je ne suis pas en train de dire que plus il y a de traumatisme, mieux c'est. Ce serait dangereusement simpliste. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'adversité, lorsqu'elle est affrontée correctement, peut être transformatrice, et que se protéger de toute adversité est une façon garantie de rester faible. Carl Jung était très clair sur les dangers des 2 extrêmes. Une souffrance excessive sans soutien peut être dévastatrice, mais l'évitement total de la souffrance crée ce qu'il appelait une névrose, un substitut maladif à la souffrance légitime que la vie apporte naturellement. Andrew Huberman ajoute la perspective neurologique. Il distingue entre le stress adaptatif et le stress maladaptatif. Le même mécanisme qui peut fortifier votre système nerveux peut, s'il est appliqué incorrectement, l'endommager. La différence réside dans quelques variables cruciales. Premièrement, la récupération. Le stress suivi d'une récupération adéquate fortifie. Le stress chronique sans récupération détruit. Si vous êtes constamment sous pression sans temps pour vous restaurer, vous ne construisez pas de résilience. Vous épuisez vos ressources. Deuxièmement, l'interprétation, comme je l'ai mentionné. La même expérience peut avoir des effets opposés selon la façon dont vous la cadrez mentalement. Si vous voyez l'adversité comme une menace mortelle, votre corps répond d'une certaine façon. Si vous la voyez comme un défi à surmonter,
Il répond d'une autre. Troisièmement, la gradualité. L'hormèse fonctionne avec des doses. Vous n'allez pas à la salle de sport et ne soulevez pas le poids maximum le premier jour. Vous augmentez progressivement la charge au fur et à mesure que votre corps s'adapte. Le même principe s'applique au stress psychologique. Quatrièmement, le soutien. Faire face à l'adversité complètement seul est très différent d'y faire face avec du soutien. La présence d'autres personnes qui témoignent de votre parcours, qui croient en vous, qui offrent une perspective, module la façon dont votre système nerveux traite l'expérience. Carl Jung insistait particulièrement sur ce dernier point. Il mettait en garde contre la navigation dans des processus complexes de transformation sans orientation adéquate. Le voyage à travers l'ombre est dangereux s'il est fait complètement seul. Laissez-moi vous donner quelque chose de pratique. Comment pouvez-vous appliquer ces principes pour construire une force authentique au lieu de la fragilité? Premièrement, arrêtez d'éviter tout inconfort. Andrew Huberman recommande l'exposition délibérée à des facteurs de stress contrôlés. Bain froid, exercice intense, situation sociale inconfortable. C'est un peu comme disait Montaigne. Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint, non pas pour se torturer, mais pour entraîner son système nerveux à fonctionner sous pression. Imaginez un entraînement constant pour forger votre mental. Deuxièmement, réinterprétez l'adversité quand elle survient. Au lieu de vous demander pourquoi cela m'arrive-t-il à moi, demandez-vous plutôt qu'est-ce que cela m'enseigne. Au lieu de vous voir comme une victime, voyez-vous comme quelqu'un en plein entraînement. La narration que vous faites de vos expériences façonne littéralement la façon dont elles vous affectent. Pensez à cela, comme un récit initiatique. Troisièmement, garantissez-vous une récupération adéquate. Le sommeil, le repos, les pratiques restauratives. Sans récupération, le stress ne fortifie pas, il épuise. Andrew Huberman insiste sur le fait que la neuroplasticité, qui permet le renforcement, se produit principalement pendant le sommeil profond et les périodes de repos. Il faut savoir s'arrêter pour mieux repartir. Quatrièmement, recherchez du soutien. N'affrontez pas l'adversité significative complètement seul. La thérapie, les groupes de soutien, les amis de confiance, les mentors, tout contexte où vous pouvez traiter les expériences difficiles avec d'autres. Une épaule sur laquelle s'appuyer, un regard extérieur, un partage essentiel. Cinquièmement, commencez graduellement. Si vous avez passé votre vie à éviter l'inconfort, n'essayez pas d'affronter vos plus grandes peurs le premier jour. Commencez avec des inconforts petits, construisez une tolérance progressivement. Chaque petite victoire augmente votre capacité pour des défis plus grands, un pas après l'autre. Carl Jung avait une métaphore qui illustre cela parfaitement. Il comparait le processus d'individuation au travail de l'alchimiste. L'alchimiste ne tente pas de transformer le plomb en or instantanément. Il passe la substance par une série de transformations graduelles, chacune préparant à la prochaine. Un lent travail de maturation. Vos expériences adverses sont ces transformations. Chacune vous prépare pour la suivante. Chacune vous fortifie un peu plus. Avec le temps, l'accumulation de ces transformations produit quelque chose de qualitativement différent de ce que vous étiez avant. Une véritable métamorphose. Les chercheurs en résilience ont découvert quelque chose de fascinant sur les personnes qui démontrent une résilience extraordinaire. Elles n'ont pas moins peur, ni moins de stress. Elles ont la même réponse physiologique aux menaces que n'importe qui. La différence, c'est qu'elles se relient différemment avec cette réponse. Les personnes résilientes interprètent l'activation du système nerveux comme une préparation à l'action, pas comme un signal que quelque chose ne va pas. Elles utilisent l'énergie de la peur au lieu d'être paralysées par elle, transformant la peur en allié. C'est entraînable. Ce n'est pas un trait fixe de personnalité. C'est une compétence qui se développe à travers l'exposition répétée à des situations défiantes et une réflexion consciente sur ces expériences. L'expérience, comme meilleure des écoles. Andrew Huberman décrit le processus ainsi, quand vous vous sentez inondé d'adrénaline et normalement incliné à paniquer. Il s'agit de se calmer cognitivement, mentalement et émotionnellement,
et de devenir confortable avec cette réponse dans votre corps. Apprivoisez ces réactions. Chaque fois que vous faites cela, vous affaiblissez l'association entre activation et panique. Vous renforcez l'association entre activation et action effective. Avec une pratique suffisante, votre réponse automatique change. Un nouveau réflexe se crée. Il existe un concept qui capture parfaitement ce dont nous discutons. Il a été popularisé par Nassim Taleb. Mais Carl Jung l'intuait déjà, il y a des décennies, antifragile, fragile. C'est ce qui casse sous le stress, résilient. C'est ce qui résiste au stress et reste égal, antifragile. C'est ce qui devient plus fort avec le stress. Un véritable phénix. La plupart des gens pensent que l'objectif est d'être résilient, tenir bon, survivre. Mais il y a quelque chose au-delà de survivre, prospérer à travers l'adversité. Utiliser chaque défi comme carburant pour la croissance. Se nourrir des difficultés. Carl Jung comprenait cela à propos de la psyché. Il a vu que l'intégration de l'ombre, le processus d'affronter et d'incorporer les parties rejetées de nous-mêmes, ne restaure pas seulement. Elle étend. La personne qui émerge du processus est plus grande que la personne qui y est entrée. S'accepter pleinement. L'ombre contient la clé pour découvrir notre génie caché, être plus créatif, construire la confiance, créer des relations saines et atteindre un sens plus profond de signification. Tout cela était là tout le temps, attendant d'être libéré par la confrontation avec l'adversité, un trésor enfoui en soi. Andrew Huberman ajoute la perspective neurologique sur comment cela fonctionne biologiquement. Il explique que la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser, est activée précisément par des états de stress aigu. L'épinéphrine et l'acétylcholine sont libérés pendant les situations défiantes. Et ces neurochimiques marquent des chemins neuraux pour le changement, le corps, se préparant à muter. En d'autres termes, l'inconfort que vous ressentez pendant une expérience difficile est littéralement votre cerveau entrant en mode de transformation. Ce qui semble mauvais sur le moment est le signal que le changement se produit. Le signal d'une renaissance potentielle. Bien sûr, le changement peut aller dans n'importe quelle direction. Si vous interprétez l'expérience négativement et ne la traitez pas adéquatement, vous pouvez développer des modèles maladaptatifs. Mais si vous y faites face, consciemment, récupérez adéquatement et en extrayez du sens, vous en ressortez fortifié. La différence entre les personnes qui sont détruites par l'adversité et les personnes qui sont fortifiées ne réside souvent pas dans l'adversité elle-même, mais dans la façon dont elles y répondent. Une question de perception. Laissez-moi vous raconter un schéma que Carl Jung a observé à plusieurs reprises dans sa pratique clinique. Il a noté que les personnes qui venaient à lui au plus fort d'une crise, quand tout s'effondrait, étaient souvent celles qui se transformaient le plus, tandis que les personnes qui venaient avec un inconfort léger, avec des vies relativement confortables, mais vaguement insatisfaisantes, résistaient souvent au changement. La force du désespoir. La crise force la confrontation. L'inconfort léger permet la perpétuation. Un cercle vicieux. Cela ne signifie pas que vous devez attendre une crise pour commencer à vous développer. Cela signifie que vous pouvez délibérément créer des conditions de croissance, au lieu d'attendre que la vie vous force à le faire. Provoquer sa propre évolution. Andrew Huberman appelle cela le stress volontaire versus le stress involontaire. Les deux peuvent fortifier. Mais le stress volontaire vous donne plus de contrôle sur le dosage. Le timing et la récupération. Un choix éclairé. Des pratiques comme l'exposition au froid, le jeûne intermittent, l'exercice intense, la méditation difficile, sont toutes des formes de stress volontaire. Vous choisissez quand et combien. Vous êtes au contrôle. Et chaque dose vous prépare à mieux gérer le stress involontaire quand il viendra inévitablement. S'endurcir. Pour mieux encaisser. Carl Jung avait des pratiques analogues, bien qu'il ne les appelait pas ainsi. Il recommandait la confrontation active avec l'ombre à travers l'analyse des rêves, l'imagination active et la réflexion sur les schémas répétitifs de la vie. Ce sont des façons d'entrer volontairement dans le territoire inconfortable de la psyché, une plongée en soi. Le principe est le même. Vous pouvez choisir d'affronter le difficile maintenant, à vos conditions.
ou attendre que le difficile vous rencontre plus tard. À ces conditions, anticipez pour mieux réagir. Je veux parler d'une erreur commune que les personnes bien intentionnées commettent lorsqu'elles tentent de protéger les autres de l'adversité. Les parents qui suppriment tous les obstacles du chemin de leurs enfants. Les partenaires qui assument toutes les difficultés pour épargner l'autre. Les institutions qui éliminent toute source d'inconfort, un cocon qui peut étouffer. Ces actions viennent d'un lieu d'amour, mais l'effet est souvent l'opposé de celui attendu. En supprimant toute adversité, vous supprimez toute opportunité de fortification. Le paradoxe de la protection. Andrew Huberman utilise une analogie avec le système immunitaire. Les enfants qui grandissent dans des environnements excessivement stérilisés développent des systèmes immunitaires plus faibles que ceux qui sont exposés aux germes. Le système a besoin de défis pour se renforcer. La psyché fonctionne de la même manière. Elle a besoin d'une adversité modérée pour développer sa force. Une protection excessive crée de la fragilité. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner les gens à leur propre sort pendant les crises. Cela signifie que l'objectif doit être de soutenir à travers l'adversité, pas de supprimer complètement l'adversité. Être présent pendant que quelqu'un affronte quelque chose de difficile. Ne pas faire pour eux ce qu'ils doivent apprendre à faire seuls. Carl Jung était particulièrement clair à ce sujet dans le contexte thérapeutique. Il disait que le thérapeute ne peut pas porter le patient à travers le processus. Il peut seulement l'accompagner. Le travail difficile est inévitablement individuel. Je sais que ce que je dis peut sembler cruel dans une culture qui valorise le confort par-dessus tout. Cela peut sembler que je vous demande d'accepter une souffrance inutile. Ce n'est pas le cas. Je vous demande de distinguer entre la souffrance qui détruit et la souffrance qui construit, entre l'adversité qui vous écrase et l'adversité qui vous façonne. La différence ne réside pas dans l'intensité de l'expérience. Elle réside dans votre réponse à celle-ci, dans votre interprétation, dans la qualité de votre récupération, dans le soutien que vous avez. Carl Jung l'a vécu personnellement. Entre 1913 et 1917, il a traversé ce qu'il appelait une confrontation avec l'inconscient. Une période d'intense tumulte psychologique où il a affronté les profondeurs de sa propre ombre. Cette période a produit tout son travail ultérieur. Les concepts d'archétypes, d'inconscient collectif, d'individuation, tout a émergé de ces années d'adversité auto-imposée et affrontée. Il n'a pas seulement survécu, il a émergé comme une version plus complète de lui-même. Une version qui allait révolutionner le domaine de la psychologie. Vos pires expériences ont le même potentiel, non pas de vous détruire, mais de vous révéler. Si vous traversez une adversité maintenant, si la vie vous met au défi d'une manière qui semble impossible à supporter, je veux que vous envisagiez une possibilité, et si cela n'arrivait pas, à vous. Et si cela arrivait pour vous. Et si chaque obstacle était une opportunité de découvrir une force que vous ne saviez pas que vous aviez. Et si chaque perte libérait de l'espace pour quelque chose qui a besoin de naître. Et si chaque échec vous enseignait des leçons que le succès n'enseignerait jamais. Cela ne rend pas la douleur moins douloureuse. Mais cela change fondamentalement votre relation avec elle. Si cette vidéo vous a donné une nouvelle perspective sur les expériences difficiles de votre vie, si elle vous a montré que l'adversité peut être une alliée au lieu d'une ennemie, laissez un commentaire en écrivant « Forgé par le feu ». Je veux savoir combien de personnes ici ont été façonnées par leurs expériences les plus difficiles. Et si vous voulez soutenir ce travail, le bouton « Super Thanks » se trouve juste en dessous. Chaque contribution me permet de continuer à produire du contenu qui combine la profondeur de Carl Jung avec la science d'Andrew Huberman. Carl Jung a dit que l'ombre contient non seulement ce que nous craignons, mais ce dont nous avons besoin pour devenir complets. Andrew Huberman a prouvé que le stress contrôlé reconstruit littéralement le système nerveux pour le rendre plus fort. Ensemble, il nous montre que les pires expériences de la vie n'ont pas besoin d'être vos ennemis. Elles peuvent être vos maîtres les plus importants. La question n'est pas de savoir si vous allez affronter l'adversité. Vous le ferez. La question est de savoir ce que vous allez devenir à travers elle. Le fragile se brise. Le résilient survit. L'antifragile prospère. Le choix vous appartient. Et il commence par la façon dont vous répondez à la prochaine chose difficile que la vie placera sur votre chemin.